Un char russe avance vers le front de Kharkiv. Puis, il disparaît. Disparu, sans laisser de traces, effacé de la carte à jamais. Poutine, dans sa sagesse infinie, en tire une conclusion. S'il ne peut pas envoyer de chars, il enverra des soldats. C'est de la folie. Poutine préfère perdre 100 soldats qu'un char, mais les deux disparaissent sur un front, devenu l'un des plus meurtriers de la guerre en Ukraine. L'Ukraine domine désormais à Kharkiv. Il ne reste qu'un cimetière de blindés et de soldats russes. Les chars russes, autrefois essentiels à la stratégie russe, n'ont pas été aperçus dans le secteur de Kharkiv depuis des mois, et sont désormais absents des assauts sur ce front. C'est ce qu'affirme le commandant adjoint de compagnie de la 13e brigade ukrainienne, qui porte le nom de code Perok. Lors d'une interview à Army TV le 2 mars, il a révélé « Nous n'avons pas vu de matériel lourd sur notre axe depuis longtemps, surtout des blindés. Cela ne signifie pas que les blindés russes restants sont en sécurité. La Russie n'envoie pas ses chars à Kharkiv, mais rassemble un maximum de blindés derrière les lignes de combat. On peut supposer que la Russie essaie de constituer une réserve de chars, de véhicules blindés et d'artillerie en vue d'une offensive à venir, qui lui permettra enfin d'apporter un certain soutien à l'infanterie qui se fait décimer sur la ligne de front de Kharkiv. Mais ces blindés et cet équipement lourd n'arriveront pas de sitôt, et à cause des actions de la 13e brigade, ils sont détruits lentement, même à des kilomètres du front. Des frappes visent ce type d'équipement lorsqu'il est repéré derrière l'ennemi, au-delà de la frontière, révèle Perok. Ce n'est pas toujours facile pour l'Ukraine. Un char traversant une zone de destruction ukrainienne est plus repérable par les drones de reconnaissance qu'un char resté derrière la frontière. Cependant, comme le dit Perok, si la reconnaissance nous fournit des données, nous arrivons à voler jusque-là et à frapper des positions d'artillerie ou de chars situées loin de la frontière elle-même. Prenons un instant pour analyser cela. Selon Perok, la Russie craint tant de perdre d'autres chars à Kharkiv qu'elle tente de les protéger en les gardant sur son territoire. Cependant, la Russie protège ces endroits de façon si médiocre que l'Ukraine parvient à frapper les chars alors qu'ils se trouvent encore en Russie, ce qui signifie qu'ils n'auront jamais d'impact sur le front de Kharkiv. Qu'essaie donc d'accomplir la Russie ici? Si elle tente d'accumuler des stocks de blindés, il vaudrait sûrement mieux le faire hors de portée des drones et missiles ukrainiens. Conserver ces stocks dans les régions frontalières est une décision stupide étant donné que l'Ukraine a démontré à plusieurs reprises qu'elle pouvait frapper ces zones. C'est à devenir fou, comme la décision insensée de Poutine d'envoyer de la chair à canon au lieu de blindés à Kharkiv, coûtant à la Russie des centaines de vies chaque semaine. Gardez ces chiffres et la stratégie insensée de Poutine en tête, car nous y reviendrons dans quelques minutes. Avant cela, explorons ce qui se passe à Kharkiv et ce qui a poussé la Russie à sacrifier de la chair à canon, car Poutine redoute de perdre davantage de chars face aux défenses ukrainiennes. Cette affirmation suffit presque à expliquer la situation. Les pertes de chars russes en Ukraine sont énormes, et Poutine paraît désormais plus occupé à gérer une crise hors de contrôle qu'à préserver les effectifs nécessaires pour poursuivre sa campagne d'usure en Ukraine. Il suffit de jeter un coup d'œil aux pertes de chars de la Russie en Ukraine jusqu'à présent pour comprendre ce qui se passe actuellement à Kharkiv. Selon le ministère des Finances ukrainien, la Russie a perdu 11 727 chars au 5 mars. La guerre fait rage depuis un peu plus de 4 ans, ce qui nous donne une perte annuelle moyenne d'un peu plus de 2900 chars. Ces chiffres seront naturellement biaisés vers les premières années de la campagne chancelante de Poutine, car les blindés russes sont retirés partout. La logique russe semble être « ne pas déployer de chars, c'est ne pas en perdre ». Bien sûr, cela ne signifie pas grand-chose pour les soldats, qui sont envoyés en première ligne sans aucun blindé. Les problèmes de chars russes font la une depuis presque aussi longtemps que la soi-disant opération militaire spéciale de Poutine. Après l'échec de l'invasion initiale de la Russie axée sur les chars, Poutine pensait que la guerre en Ukraine deviendrait une guerre d'usure que la Russie gagnerait. Avec son immense nombre de chars, elle devait gagner. Bien sûr, les drones ukrainiens, ainsi que les armes anti-chars fournies par l'Occident, ont complètement bouleversé ce plan en particulier. La Russie en vient à se poser la même question que celle posée par The National Interest, dans un article d'octobre 2025. Qu'est-il advenu de tous les chars russes? Le problème majeur pour la Russie est que ses pertes initiales de chars en Ukraine ont été importantes et imprévues. En conséquence, il n'a pas fallu longtemps avant que la Russie soit contrainte de puiser dans ses réserves de chars vieillissants de l'époque soviétique, simplement pour maintenir le nombre. Au début de la guerre, la Russie comptait 24 bases remplies de vieux chars, mais en octobre, il n'en restait plus que 9. Elle se vide, même pendant que la Russie cherche à préserver ses chars.
La Russie doit également composer avec cette diminution de ses réserves de chars, et le fait qu'elle ne construit tout simplement pas assez de chars pour maintenir quoi que ce soit qui ressemble, même de loin, aux assauts mécanisés massifs qu'elle avait lancés plus tôt dans la guerre. En octobre 2025, le média United 44 a rapporté que la Russie avait un plan ambitieux visant à construire, rénover ou moderniser 1118 de ses chars de combat principaux, T-90M et T-90M2, ce qui rapprocherait sa production de chars des niveaux observés à l'époque soviétique. Mais cette stratégie présente quelques problèmes. D'une part, 1118 chars qui seront construits ou remis à neuf entre 2027 et 2029 ne compensent pas vraiment la perte moyenne de 2900 chars par an pour la Russie. De plus, comme l'a montré l'Ukraine, le T-90 n'est pas mieux protégé contre les drones et munitions anti-chars que les anciens chars russes. La Russie augmente sa production de chars à des niveaux records, du moins à l'époque moderne. Mais cela ne représentera toujours qu'environ 400 T-90 par an, alors que l'Ukraine détruit chaque année plus de 7 fois ce nombre de chars russes. Le compte n'y est pas pour la Russie. La Russie est aussi confrontée au fait que ses stocks de chars sont à bout de souffle. Cela a été révélé par les médias United 24 dans un article du 26 février, où il a été rapporté que la Russie sort ses dernières réserves significatives de chars, principalement des T-72 Ural et T-72A de ses entrepôts. Apparemment, 452 de ces chars se dirigent vers Ural Vagon Zavod, principale usine de blindés de Russie. On ignore combien arriveront en Ukraine. Mais même si tous y parviennent, les chiffres montrent que ces derniers stocks soviétiques russes ne suffiront pas à changer le cours de la guerre pour la Russie. C'est pour toutes ces raisons que nous assistons à la situation que nous voyons actuellement à Kharkiv. Les rares chars que la Russie possède encore sont maintenus aussi loin que possible des lignes de combat, ce qui est exactement l'opposé de ce que la Russie voudrait que ces chars fassent. L'appui-feu pour l'infanterie a été remplacé par le fait de se terrer dans des bases situées dans les régions frontalières. Parfois, l'Ukraine frappe ses bases et leurs chars, rappelant à la Russie que ses blindés restent vulnérables, même sur son propre territoire. Cela a poussé la Russie à changer de tactique. D'abord, les chars sont remplacés par des soldats. Puis, une autre stratégie présente une faille fatale que nous dévoilerons à la fin de la vidéo. Petite parenthèse, vous regardez The Military Show. Vous n'êtes pas encore abonné. C'est le moment idéal pour appuyer sur ce bouton afin d'être toujours en avance sur les autres. Donc Poutine. Des hommes à la place des chars. Et qu'est-ce que ça donne pour la Russie ? Nous savons que Poutine en revient à sacrifier des soldats au lieu de chars parce que Perok le dit clairement dans son interview. Il décrit les tactiques actuelles de la Russie à Kharkiv, qui consistent à essayer d'envoyer de petits groupes d'infiltrés derrière les lignes de combat, afin qu'ils puissent établir de faibles points d'appui, là où l'Ukraine ne peut pas les trouver. Ces tactiques échouent pour la Russie. Aucun groupe n'a réussi à atteindre nos positions, affirme Perok. Il précise que sa brigade n'a aucune preuve d'un soutien logistique russe à ses infiltrés, ce qui contredit l'objectif d'envoyer ces petites unités derrière les lignes ennemies. Les infiltrés doivent s'installer et attendre du soutien. Avec ce soutien, ils avanceraient. Au lieu de cela, les infiltrés entrent, s'arrêtent et se font abattre. Perok affirme plus directement, leur préparation pour ces actions est précipitée, insignifiante et ne nous menace pas vraiment. Voilà la situation actuelle de l'infanterie russe à Kharkiv. Il existe de nombreux rapports qui soutiennent les affirmations de Perok et qui correspondent à peu près à la chronologie de son rapport. Le 21 janvier, l'UNM a rapporté les propos d'Andrei Demtchenko, qui est le porte-parole du service national des gardes-frontières de l'Ukraine. Il a commenté les assauts russes dans la région de Kharkiv, notant « L'ennemi utilise seulement de petits groupes d'infanterie et d'assaut, sans équipement. Leur nombre varie. Les pertes russes montrent que Poutine sacrifie inutilement des soldats plutôt que des chars. Les pertes ennemies pendant cette période s'élèvent à 161 occupants tués et 146 blessés, a rapporté Demtchenko, ce qui correspond au total des tentatives d'infiltration russes dans les secteurs de Kharkiv, Pakrovsk et Liman. Ces chiffres ne sont pas des anomalies. Nous vous en dirons plus dans un instant. Une semaine après le rapport de Demtchenko, UKR Informed a publié un article avec d'autres commentaires du même homme. En utilisant de petits groupes d'infanterie, ils s'approchent de la frontière et tentent de pénétrer plus profondément sur le territoire ukrainien. Mais ils rencontrent de la résistance et subissent des pertes. Ces groupes sont détruits, a déclaré Demtchenko. Les soldats dans les groupes d'infanterie meurent, littéralement par centaines, a-t-il affirmé. Cela montre que des soldats non entraînés ne remplacent pas un blindage solide. La Russie n'a pas non plus abandonné cette stratégie à Kharkiv.
Dans un rapport du 26 février, UKR Informed a signalé que les forces ukrainiennes avaient préventivement attaqué des unités d'infiltration russes, tentant d'entrer dans les villages de Bohoslavka et Novokroujakivka, près de Kharkiv. C'est toujours la même histoire depuis le retrait forcé des chars russes de Kharkiv. Les infiltrés essaient d'avancer. L'Ukraine les repère. Les infiltrés meurent. Au moins cette fois, la Russie essayait de profiter de la couverture offerte par le mauvais temps pour mener ses assauts. Un peu de brouillard valait mieux que rien. Mais cela n'a pas suffi à enrayer le schéma évident dans le secteur de Kharkiv. Cela nous ramène à notre remarque sur l'anomalie évoquée. Les 161 occupants tués et les 146 blessés rapportés par Demtchenko sont la norme pour la Russie à Kharkiv et dans les autres régions frontalières, plutôt qu'une perte isolée causée par l'échec d'une stratégie qui fonctionnerait autrement. Nous avons vu quelque chose de similaire entre le 12 et le 18 janvier lorsque la brigade frontalière Hart de l'Ukraine a rapporté avoir tué 131 infiltrés russes et en avoir blessé 111 autres alors qu'ils tentaient de percer les positions tenues par la brigade Hart. La brigade était appuyée par l'artillerie et des drones, tandis que les soldats russes avançaient discrètement à pied. Il ne pouvait y avoir qu'un seul vainqueur, et ce n'était pas la Russie. Ce type de situation se retrouve sur toutes les lignes de combat en Ukraine. En mars, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrski, a révélé que la Russie avait perdu un peu moins de 93 000 soldats au cours de 3 mois d'hiver, ce qui correspond à environ 30 et 1 000 soldats perdus par mois. C'est énorme, et c'est ce qui arrive quand la Russie remplace ses unités mécanisées par de petites équipes d'infiltrateurs que l'Ukraine peut traquer et détruire. Même avec ses unités réduites, la Russie subit assez de pertes pour paralyser son armée. En plus, elle se ruine elle-même. Le 24 février, le média United 44 a rapporté le chiffre stupéfiant d'un homme russe sur 25 âgé de 18 à 49 ans, tué ou mutilé depuis que Poutine a lancé l'invasion de l'Ukraine. Et cela semble être une sous-estimation. Ce chiffre provient du média d'investigation Argenvo, qui ajoute que l'invasion de l'Ukraine est la guerre russe la plus meurtrière depuis la Seconde Guerre mondiale. À cela s'ajoute une enquête conjointe menée par Mediazona et la BBC, qui a permis de confirmer la mort d'au moins 200 186 militaires russes. Au moins est essentiel ici. C'est un minimum, pas un scénario idéal pour la Russie. Qu'a gagné la Russie en échange de toutes ces morts ? Moins de 1% de l'Ukraine en 2025. Et absolument rien de significatif dans la région de Kharkiv, où les chars ont disparu, et où les soldats russes sont détruits par des drones et de l'artillerie. Mieux vaut des hommes que des chars, n'est-ce pas, Poutine ? Faisons simplement semblant que la raison pour laquelle tu envoies de la chair à canon à Kharkiv n'est pas que tu as épuisé tellement de tes blindés que tu as peur d'en perdre davantage. Garder des chars aux frontières ne fonctionne pas. Ils sont inutiles là-bas, l'Ukraine les détruit quand même. Envoyer de petites unités d'infanterie s'infiltrer à Kharkiv échoue aussi, comme le prouve la perte hebdomadaire d'environ 100 soldats russes dans ce secteur. La Russie fait cependant preuve d'une certaine intelligence en utilisant plus de drones FPV que ce que nous avons vu jusqu'ici. Maintenant, il y a une faille fatale dans cette approche qui en fait essentiellement la moins mauvaise option parmi toutes celles que la Russie a essayées pour prendre Kharkiv. Restez avec nous, nous révélerons cette faille à la fin. Perok va maintenant expliquer la dernière approche russe à Kharkiv. Malheureusement, nous observons ici un grand nombre de drones. Toute la gamme est là, comme sur toute la ligne de front. Nous constatons des frappes aériennes, des Shahid et de nombreux drones à fibre optique, déclare Perok. L'Ukraine garde l'avantage aérien, précise Perok. Mais la Russie utilise de plus en plus des drones à fibre optique améliorés pour frapper l'Ukraine quand ses soldats échouent, et ses chars sont absents. La Russie a effectivement amélioré ses drones FPV précisément dans ce but. En septembre dernier, le contributeur de Forbes, Vikram Mittal, a rapporté que la Russie avait développé un nouveau type de drone à fibre optique, doté d'une portée étendue. Ce rapport, provenant d'un blogueur militaire russe, doit être pris avec précaution. Mais une plus grande portée est une mauvaise nouvelle pour l'Ukraine concernant les drones à fibre optique. Ces drones résistent à la guerre électronique et au brouillage grâce à leurs câbles à fibre optique, assurant une liaison directe avec l'opérateur. Des câbles plus longs signifient que les drones peuvent aller plus loin, ce qui veut aussi dire qu'ils peuvent cibler les soldats ukrainiens derrière les lignes de combat. Les drones russes améliorés ont un impact prouvé. Le 26 février, Euromedan Press a indiqué qu'un drone à fibre optique russe a pénétré pour la première fois dans Kharkiv, depuis le début de l'invasion de Poutine. Résistant au brouillage électronique, ce drone n'a causé aucun dégât. Il est resté coincé dans un arbre dans le district de Kivski à Kharkiv, la veille de la publication de l'article par Euromaidan Press.
Le fait que le drone russe ait atteint une telle distance appuie l'idée que la Russie a accru la portée de ses drones, posant un défi clair aux défenseurs de Kharkiv en Ukraine. Cela signifie qu'ils doivent désormais rester vigilants face aux drones russes dans et autour de Kharkiv, tout en traquant les infiltrés. Voici le problème. Le défaut fatal mentionné plus tôt. Les drones ne peuvent pas prendre de territoire. Ils attaquent des troupes et détruisent du matériel. Cependant, les drones ne peuvent ni établir des défenses, ni occuper le terrain, ni accomplir ce dont Poutine a besoin pour que la Russie progresse à Kharkiv. L'absence de conquête territoriale n'est pas un problème défensif comme l'a montré l'Ukraine. Des hordes de drones décimant les soldats russes dans les vastes zones de destruction en Ukraine sont devenues une stratégie défensive majeure pour l'Ukraine. Pour que la Russie prenne Kharkiv, ce qui est encore loin, sa nouvelle génération de drones à fibre optique devient automatiquement un soutien. Des soldats et des chars restent indispensables à la Russie pour obtenir des résultats. La Russie peinant à reconstituer ses blindés et perdant de nombreux soldats hors de Kharkiv, il est peu probable qu'elle progresse significativement dans ce secteur prochainement. L'Ukraine domine toujours le front de Kharkiv. La seule touche de bon sens que Poutine a apportée à la stratégie russe sur ce front ne suffira pas à faire une réelle différence. La situation actuelle à Kharkiv résulte de l'effondrement historique de la stratégie russe basée sur les chars en Ukraine. Depuis des décennies, la Russie comptait sur ces monstres de métal pour projeter sa puissance. Face aux frappes de drones ukrainiens et à la pression industrielle, les blindés emblématiques de la Russie sont désormais des fardeaux. Vous pouvez tout découvrir à ce sujet en regardant notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour suivre l'actualité du front ukrainien. Et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.